Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo de prospection et d'orpaillage. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour prospecter. Parce que souvent, tout le monde se pose la question où prospecter. Mais en fait, c'est pas le où qui est important, mais le comment. Et là, donc je vais vous présenter une méthodologie de travail. Du moins, c'est la méthode que j'utilise moi personnellement dans le cadre de mes prospections aurifères. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Avant d'aller à la rivière, ce qu'il faut faire, il y a tout un travail préliminaire à réaliser avant. Donc c'est un travail de recherche. Il faut chercher dans les archives, il faut se documenter, il faut lire, il faut trouver des cartes. Donc je vais vous expliquer comment faire de A à Z. La première chose à faire, c'est trouver de la littérature dans les archives. La littérature ancienne. Par le passé, il y a sans doute eu des publications anciennes qui datent parfois de plusieurs siècles, donc d'anciens scientifiques ou d'anciens prospecteurs qui ont publié des ouvrages ou des livres ou des articles. Il faut savoir qu'à l'époque des rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, il y a eu d'importantes campagnes qui ont été menées en recherche géologique et archéologique aussi, partout dans le monde, y compris en France. Du coup, de nombreux scientifiques, de nombreuses personnes érudites ont fait des recherches. Ils sont allés voir dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, dans les montagnes. Et ils ont relevé un peu tout ce qui était intéressant au niveau géologique, au niveau minéralogique. Et notamment leur mission était de recenser à l'époque, par ordre et décret du roi, et sous la protection des rois, ils étaient habilités à faire un inventaire des ressources minéralogiques et minières. Voilà. Donc bon, il y a des auteurs qui sont célèbres suivant les régions, suivant les localités. Donc ça, il faut que vous trouviez dans les bibliothèques ou sur internet des publications anciennes. Alors, dans la littérature ancienne, il y a aussi, ça peut être des romans, ça peut être des ouvrages d'anciens prospecteurs qui ont réalisé des recherches. Ça peut être aussi des publications dans des articles de journaux, dans la presse. Donc, il faut savoir qu'il existe de nombreux sites internet, et notamment la Banque nationale de France, où on peut trouver des archives très intéressantes sur tel ou tel endroit, sur telle ou telle région, ou sur telle ou telle localité. Donc ça, c'est déjà le premier point. Une fois que vous avez délimité votre zone de prospection, il faut d'abord chercher dans la littérature. Ensuite, deuxième chose importante, il faut étudier la toponymie. Les toponymes, ce sont les noms de villes, de villages, les noms de montagnes. Donc il y a les toponymes, les éronymes, les hydronymes pour les rivières. Voilà. Donc certains noms de rivières ou certains toponymes ont des préfixes ou des suffixes qui sont propres à la tradition minière et propres à l'orpaillage. Donc il y en a de multitudes, vous pouvez trouver ça sur internet. Donc il y a les préfixes AU, OR par exemple, et il existe aussi des suffixes. Donc bien sûr, les interprétations des toponymes peuvent être parfois très compliquées, suivant les spécialistes, les historiens et les archéologues, mais on peut considérer que, entre guillemets, il y a des toponymes, on appelle ça de tradition minière. Voilà. Donc il y a beaucoup de noms de rivières qui déjà sont des indices, de par leur nom, qu'il peut y avoir de l'or. Ça peut être par exemple l'Ariège. L'Ariège vient de Origera. Voilà, donc c'est déjà un indicateur de présence d'or. Ceci est un exemple. Il en existe de multitudes en France. En France, on a la chance d'être un pays montagneux. Et à partir du moment où il y a des montagnes, très souvent on peut trouver dans les Alpes, dans les Pyrénées ou en Bretagne ou dans le Massif central des ressources aurifères et des ressources minières, métallifères. Voilà. Donc tout ça est indiqué dans les toponymes. Ensuite, il faut étudier les données géologiques. Donc les données géologiques, donc vous pouvez en trouver dans la littérature ancienne, mais vous pouvez en trouver aussi, par exemple, une célèbre en France,
ça va être le BRGM. Donc, au sein du BRGM, il y a des scientifiques, des géologues, des minéralogistes qui font des recherches depuis de très nombreuses années. Il y a aussi des historiens et des archéologues. Et ils publient régulièrement depuis de nombreuses années des publications qui sont accessibles sur Internet. Donc vous pouvez les trouver en PDF. Et dessus, très souvent, il y a des cartes, il y a beaucoup d'indices, il y a des références. Donc toute cette documentation qui est très riche va vous servir de base pour faire vos recherches. Donc il y a le BRGM, il y a aussi les cartes géologiques qui sont fournies par le BRGM. Donc les cartes géologiques, ça va vous permettre de notamment connaître les âges de tel ou tel terrain et le contenu de tel ou tel terrain. Donc ça, c'est important. Vous pouvez trouver ça sur Internet assez facilement en tapant votre localité et BRGM ou telle mine BRGM, et vous aurez des rapports, carrément des publications entières, parfois sur plusieurs centaines de pages. Ça vaut le coup de le décortiquer et que vous les archiviez, que vous les interprétiez. Donc ça, c'est une source de travail qui est très importante aussi. Ensuite, il y a les données cartographiques. Donc par exemple, ça peut être l'IGN. Donc les données cartographiques, on va englober tout ça. Donc ça comprend les cartes, ça comprend les photos aériennes, ça comprend les vues satellites. Donc tout ça, on va le regrouper dans les données cartographiques. Elles sont d'autant plus intéressantes que ces données-là, elles vous permettent d'avoir accès à des anciennes cartes, donc des cartes qui datent de plusieurs siècles. Parce que bon, il y a des toponymes qui ont été changés, ou alors certains noms ont évolué. Et il y a aussi des données qui ont évolué dans le sens où quelque chose pouvait signifier et être visualisé sur une ancienne carte et ensuite délaissé dans des cartes plus récentes. Donc c'est important d'avoir tout un panel de cartes anciennes, intermédiaires et beaucoup plus récentes. Ensuite, il y a les données satellites. Donc les données satellites, ça peut être Google Earth par exemple, ça peut être d'autres sources. Vous avez le site aussi remonterletemps.fr qui va vous permettre de comparer des vues aériennes sur une période longue. Donc ça permet notamment de voir l'évolution de la morphologie des cours d'eau au fil du temps sur plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est important. Les données cartographiques, ça va vous permettre de connaître la configuration du terrain et notamment la morphologie et la configuration des rivières. Notamment, ça va vous permettre de localiser des méandres. Ça va vous permettre de localiser des zones de forte pente, de moyenne pente, ce genre de choses. Donc ça permet aussi de faire du repérage. Ça, c'est essentiel. Ce n'est qu'une fois que vous avez fait ce travail que vous pouvez commencer à aller sur le terrain. Seulement, pour aller sur le terrain, il faut d'abord faire des repérages. Les repérages sont nécessaires parce que des fois, entre ce qu'on voit sur la carte et ce qu'on voit réellement sur le terrain, eh bien, les choses peuvent être beaucoup plus simples ou beaucoup plus compliquées suivant l'accès. Voilà. Donc en général, on recherche un accès plutôt facile, mais des fois, on va trouver un endroit qui a l'air vraiment sympa pour la prospection, mais qui est très difficile d'accès. Voilà, donc le repérage, ça va vous permettre d'anticiper ces questions-là. Et ensuite, une fois que vous avez repéré, il y a aussi des observations à faire sur la rivière, notamment. Donc, ça, c'est un point qui est essentiel aussi. Donc, observer notamment durant les crues. C'est important de faire des repérages durant les crues. Pourquoi ? Parce que nous, les prospecteurs, on raisonne toujours le niveau de l'eau haut, au plus élevé. Donc, lorsqu'il y a des crues d'orage ou des crues printanières, ou subitement des fortes périodes de pluie, donc il est intéressant d'aller observer la rivière pour voir comment se comportent les flux d'eau, pour voir comment l'eau submerge certaines zones.
comment l'eau érode certaines zones. Donc ça va vous aider plus tard à pouvoir lire et interpréter la rivière. Ça va vous permettre de localiser des futurs sites de prospection. Voilà. Moi, je le fais très souvent, ça. Souvent, quand il y a un orage, je vais à la rivière et je prends des photos, je fais des vidéos. Ça vous permet d'avoir les niveaux, ce genre de choses. Après avoir fait toutes ces tâches, on va faire une session échantillonnage. L'échantillonnage. Donc, vous avez les autorisations de chercher, de prospecter. Vous avez les autorisations du propriétaire. Donc, maintenant, vous pouvez faire des échantillonnages. En quoi ça consiste? Eh bien, vous prenez votre pan, vous faites des lavages. Vous faites toujours une même quantité, par exemple 2 ou 3 pans sur telle zone, 2 ou 3 pans sur une autre zone, et ainsi de suite. Vous comptez le nombre de paillettes et vous les reportez sur une carte, vous les reportez sur une base de données. Donc c'est une méthode qui est rigoureuse, mais ça va vous permettre au fil du temps de connaître les zones qui sont plus riches ou moins riches, et sur le moyen et long terme, ça va vous permettre de comprendre pourquoi certaines zones sont plus riches que d'autres, pourquoi certaines zones sont complètement dépourvues d'or. Et si vous couplez ces données-là avec les données géologiques, cartographiques, minières, eh ben, ça vous permettra d'avoir une meilleure lecture sur pourquoi il y a de l'or à tel ou tel endroit. Du moins, moi, c'est comme ça que je procède. Donc, une fois que vous avez fait l'échantillonnage, il faut cartographier les résultats, et ensuite vous faire votre propre base de données. Et il faut aussi tenir un journal de prospection. Alors si vous n'êtes pas informaticien, c'est pas grave. Si vous ne maîtrisez pas les fichiers Excel, on s'en fout. Tenez un journal de prospection. Prenez des notes. Utilisez un cahier. Vous notez tel jour à tel endroit, telle latitude, telle longitude, telle date. J'ai fait des recherches ici. Le substrat a été comme ça. Il y avait plus ou moins de végétation. Vous décrivez l'environnement. Vous décrivez les lieux, ce que vous ressentez, s'il faisait beau ou pas. Ce genre d'informations, ça peut vous être utile sur le long terme. Après 10 ou 15 ans de prospection aurifère, vous serez bien content de pouvoir remonter dans le temps et de voir dans votre journal de prospection ce qui en valait la peine ou pas. Et notamment, vous pouvez reporter les comptages de paillettes que vous avez dans vos concentrés de sable noir en fin de lavage. Tenir une base de données ou tenir un journal de prospection. Moi, je fais les deux. J'ai un journal de prospection papier, un carnet, et j'ai aussi une base de données. J'ai créé un logiciel spécifique qui s'appelle Eureka, donc, que j'ai créé avec une base de données, qui me permet de créer des fiches de prospection aurifère qui sont géolocalisées, et après, à terme, ça va me permettre de faire des statistiques, donc en recoupant avec d'autres données minières, ce genre de choses. Bon, moi, je suis un peu un malade et un psychopathe à ce niveau-là, mais si vous n'êtes pas du tout informaticien, un simple journal de prospection pourra largement convenir pour faire ce que vous voulez faire, et ça vous permettra aussi de rationaliser et d'avoir quelque chose de tangible sur le long terme. Une fois que vous avez cartographié les résultats et que vous avez fait un peu vos statistiques, donc vous allez pouvoir localiser les endroits qui sont vraiment positif. Toutes ces étapes, ça va vous permettre au final d'acquérir une certaine expérience et de rationaliser cette expérience. Et en fonction de l'environnement où vous êtes, en fonction de l'endroit où vous vivez, où vous faites vos recherches, eh ben, vous savez qu'à tel endroit, vous ne perdrez pas de temps parce que vous savez qu'il n'y a rien. Vous savez qu'à d'autres endroits, ben là, c'est très positif et potentiellement, d'habitude, vous en trouvez beaucoup. Donc, la seule chose qu'il faut faire une fois que vous avez fait tout ça, c'est chercher, prospecter, quantifier, échantillonner. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez sortir la rampe, cette fameuse rampe de lavage, ou le sluice, et là, vous pourrez faire des quantités plus importantes. Voilà les amis. Ça, c'est ma méthode de travail. Moi, par exemple,
mon travail, quand je fais de la prospection réfère, c'est 75% de ça. Et 25% de ça. Je fais beaucoup de recherches en amont, les amis. Et ça aide beaucoup. Ensuite, vous pouvez y aller à l'aventure, hein, parce que bon, la prospection réfère, c'est aussi chercher dans des zones qui n'ont jamais été testées ou jamais été prospectées, l'inconnu. Moi, ma passion, c'est d'essayer de chercher dans des endroits où ça n'a pas été, où personne n'a cherché, où ça n'a pas été notifié. Voilà, donc la prospection réfère, c'est l'aventure. Mais ça vous donnera une base de travail pour être efficace et surtout pour acquérir une expérience et un savoir-faire. Ça vous permettra d'acquérir une certaine rigueur déjà à la base et d'éviter de vous éparpiller. Alors bon, il y a certains orpailleurs ou prospecteurs qui veulent pas forcément faire de recherche et qui demandent à d'autres prospecteurs plus aguerris, oui, t'as trouvé ça où, c'est à quel endroit, à quelle rivière, tout ça. Cherchez, démerdez-vous. Il faut chercher, il faut creuser, il faut faire des tests, il faut faire des essais, il faut développer votre expérience. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, les amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'est pas trop laborieux. Je voulais vous faire part de cette expérience, de ma méthodologie, qui a l'air plutôt de fonctionner. Je voulais vous dire que cette méthodologie, c'est un vieux prospecteur qui me l'a apprise. Quand j'ai appris l'art de la prospection réfère, de l'orpaillage, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ou 16 ans. Donc il m'a expliqué tout ça. Et je l'applique. Et cette méthode fonctionnera où que vous soyez dans le monde entier, quels que soient les lieux et les endroits. Les amis, je vous aime beaucoup. J'espère vous retrouver bientôt. J'espère que vous êtes contents de cette vidéo. Merci pour votre patience et pour votre fidélité, les amis. Ne lâchez rien et je vous dis banzai!